Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'Onzdito sur Média TV. Une heure à passer ensemble et bien sûr que je vous ai concocté deux sujets. D'abord, le dossier du jour et nous allons parler de ces enfants que les spécialistes appellent les enfants télé, ces enfants qui surconsomment la télévision et les écrans de façon générale. Les spécialistes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, on enchaîne sur un autre sujet. L'interview santé est consacrée ce matin à la chirurgie esthétique. Luxe ou nécessité? C'est une question que je poserai au docteur Wafa Mradmi. Elle est médecin spécialisée en chirurgie réparatrice et plastique. Elle vient d'Agadir. Elle sera avec nous. À tout de suite. Trop de télé, trop d'écrans sont nuisibles pour nos enfants au point que certains spécialistes parlent d'enfants télé pour décrire une série de symptômes communs chez tous ces enfants qui surconsomment la télévision et les écrans. Et on en parle justement aujourd'hui avec vous. Sarah Hay, vous êtes orthophoniste. Bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup. Et Rita Alami, vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialiste de l'enfant. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est pas la première fois que vous venez. Oui. Aujourd'hui, on commence à se connaître petit à petit et les téléspectateurs nous adoptent également petit à petit. En tout cas, pour moi, c'est un véritable plaisir de vous recevoir et de parler de cette problématique parce que c'est un sujet presque de santé publique selon beaucoup de spécialistes et notamment selon les pédiatres. On n'a pas de chiffres, mais on va essayer de comparer vos expériences à toutes les deux dans vos cabinets respectifs. L'état des lieux, ça serait quoi pour vous, Rita Alami? Alors, ce serait un état d'alerte, hein, si je peux me permettre. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants et même de très jeunes enfants qui sont complètement et toute la journée devant des écrans télé, tablettes et jeux vidéo. Ce sont des enfants, on en parlera tout à l'heure, qui présentent énormément de troubles psychologiques, de troubles psychomoteurs, langagiers et des troubles attentionnels. C'est des enfants qui vont très mal et on en voit de plus en plus. Quand vous dites de plus en plus, ça veut dire par exemple sur une journée ou sur une semaine ou sur un mois, comment vous pouvez un petit peu quantifier? C'est-à-dire que personnellement, sur une journée, je vais en voir au moins un. Au moins un enfant. Et c'est un strict minimum, là. Au moins un enfant avec ces troubles liés à la surconsommation de la télévision. On va passer en revue tout à l'heure les troubles. Exact. Mais justement, c'est un phénomène nouveau? C'est un phénomène qui, on va dire nouveau, oui et non. Oui, parce que depuis quelques années, depuis 4-5 ans, il s'est accentué. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on voyait des enfants télé, mais pas autant qu'on le voit depuis l'année dernière et depuis cette année. On en voit de plus en plus. D'accord. Sarah, pour vous, l'état des lieux dans votre cabinet, vous rencontrez souvent ces enfants, vous êtes orthophoniste, donc dans la prise en charge, normalement une fois que le diagnostic est posé, vous intervenez, mais est-ce qu'il vous arrive également d'intervenir dans le diagnostic, c'est-à-dire vous posez le diagnostic? Effectivement, généralement et la majorité du temps, les parents viennent spécialement pour un trouble du langage. Okay. Donc effectivement, on est les premiers à être consultés. Et donc oui, on intervient généralement dans la mise de diagnostic, sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un diagnostic d'enfant télé pur et dur. Ça, c'est plus un terme qu'on utilise entre nous, les professionnels. Ceci dit, oui, on parle de beaucoup d'enfants avec des retards de langage, avec des troubles de comportement qui sont dus à la superconsommation de la télé. Ok. Mais justement, c'est vers quel âge que ça se manifeste? Moi, je dirais que le trouble se manifeste plus tôt que 3 ans, mais nous, pour les consultations, c'est à partir de 3 ans, 4 ans qu'on commence à les avoir, parce que généralement, c'est des qui consultent, comme je vous ai dit, pour des retards de langage, et là, les parents ne viennent qu'à partir de 3 ans. Mais ça arrive où on les reçoit même à 2 ans, 2 ans et demi, pour surtout, si on veut dire, un diagnostic différentiel entre autisme et retard de langage. Et ça, c'est un autre sujet qui est encore beaucoup plus compliqué que les enfants télé. Mais alors justement, pour mettre les téléspectateurs dans le bain, quand on parle d'enfants télé, on parle d'une série de troubles et de symptômes. Et certains spécialistes parlent de symptômes du spectre autistique. Ça veut dire quoi, Rita Alami? Alors, ce sont des symptômes du spectre autistique, c'est-à-dire que déjà, l'enfant n'est pas autiste, mais il présente les symptômes d'une maladie qui est l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie psychologique, il faut bien le préciser. C'est un trouble ou une maladie? C'est une maladie. C'est une maladie. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une maladie qui est due à l'absence de la mère. Parce que jusqu'à il y a quelques années, l'autisme, c'était parce que la maman est en dépression, etc. Ça, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Et on sait aujourd'hui que l'autisme, en tant que maladie, est une maladie, j'allais dire, qui est plus neurologique que psychologique. Voilà. Alors, ces enfants-là, avec des symptômes autistiques, sont des enfants, effectivement,
qui présentent les mêmes symptômes qu'un enfant autiste. Et plus que ça, on a énormément de faux diagnostics. Moi, quotidiennement, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un diagnostic, et des bilans, des comptes rendus, avec des enfants ayant été diagnostiqués autistes, ils ne le sont pas. Alors, ce sont des enfants qui présentent un certain nombre de caractéristiques. Oui. Ce sont des enfants... On détermine ces caractéristiques pour mettre le téléspectateur dans le bain, justement? Oui. Alors, ces enfants-là, ce sont des enfants déjà qui vont tarder à parler. Sarah en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais nous, déjà en tant que psychologue, on va recevoir des enfants qui ont 3, 4, 5, 6 ans, qui ne parlent quasiment pas ou qui parlent très peu, avec un stock lexical extrêmement réduit. Ce sont aussi des enfants qui ont un gros déficit attentionnel. Ce sont souvent des enfants décrits comme étant rêveurs. Ce qu'on entend, c'est, venant de la part des enseignants, parce que malheureusement, ce n'est qu'une fois arrivé à l'école que l'enfant devient un enfant symptôme. À partir du moment où l'enfant est calme à la maison, il n'y a pas de souci. Calme grâce à la télé. Grâce à la télé, on ne va pas consulter. Mais dès qu'il commence à poser problème à l'école, en termes de troubles d'apprentissage, de déficit attentionnel, d'hyperactivité, etc., là, on consulte. Mais en fait, on ne consulte pas pour l'enfant, on consulte pour les notes. On consulte pour l'école. Alors, ces enfants-là, en fait, en classe, ils sont extrêmement rêveurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués, entre autres, à la passivité. Ce sont des enfants qui passent des heures et des heures et des heures devant les petits écrans. Donc, ils ne se sont pas habitués à fournir des efforts de réflexion, de raisonnement et aussi de capacité d'analyse. Donc, en fait, ces enfants n'ont pas forcément un retard de langage. Ça peut être un enfant qui, en apparence, a l'air de parler normalement, mais il va avoir un déficit d'attention. En fait, ça dépend. Oui. On a les deux cas. On a des enfants qui ont un retard de langage, mais la plupart des enfants n'ont pas parlé parce qu'ils n'ont pas été sollicités. Vous savez, c'est des enfants, très souvent les parents travaillent, et c'est des enfants qui passent 6 heures, 7 heures, 8 heures, si ce n'est pas plus, tous les jours devant des chaînes télévision qui ne sont même pas des chaînes marocaines. C'est-à-dire que même la langue maternelle n'y est pas. Et donc, ces enfants-là, on les retrouve, nous, à l'âge de 5-6 ans en général. C'est là qu'ils viennent consulter. Et ils nous parlent avec... ils parlent d'autres langues que... Mais alors, justement, quand vous dites... C'est des enfants qui passent 6, 7 heures, 8 heures devant la télévision. Est-ce que les parents vous rapportent ça? Est-ce que les parents le disent? Sarah? Alors, nous, dans le quotidien, on essaye déjà, dans le premier abord avec les parents, on essaie d'être un petit peu vraiment vigilants, parce que les parents, au début, ont plus peur quand les juges, alors qu'on n'est pas dans le jugement, on est dans l'aide. Alors, nous, on a notre manière un petit peu de chercher, on pose beaucoup de questions, on essaie de vraiment voir le hic des choses. Et oui, en fin de compte, ils arrivent à le dire. Mais pas forcément peut-être la première séance, ni la deuxième. Mais on essaye c'est essentiel, c'est important qu'ils puissent comprendre que le fait de nous dire le rythme ou bien les heures dont l'enfant reste devant les écrans, c'est important pour nous, dans notre diagnostic aussi, parce que ça met une grande ligne rouge entre deux choses. Donc vraiment, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs le lien scientifique entre la surconsommation, la consommation de télévision et ces nouveaux troubles? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Alors, il y a pas mal de choses qui se passent. On va essayer d'en parler de manière un petit peu simplifiée, j'allais dire. Déjà, un enfant de bas âge, j'allais dire avant l'âge de 5-6 ans, quand on le place devant un écran, certaines ondes alpha prennent le dessus sur d'autres ondes au niveau du cerveau, celle de l'éveil. Donc l'enfant, il est dans un état qui ressemble énormément à celui de l'hypnose, il est dans un état un peu comme de sommeil. Alors un enfant, avant l'âge de 3 ans, il est censé se construire, bouger, découvrir. Là, quand on le met devant l'écran pour plusieurs heures, il se trouve dans une position passive. Il est un peu endormi toute la journée, puis il dort la nuit. Donc, il est un peu endormi, nous on n'a pas l'impression qu'il est endormi quand l'enfant est devant la télé, on se dit juste il est calme. Oui, c'est l'impression. C'est l'impression. Mais les études, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites, et elles ont démontré clairement que justement l'enfant est dans un état proche de celui de l'hypnose. D'accord. Alors, il y a autre chose. Un enfant qui est placé devant le petit écran fait plus fonctionner son hémisphère droit au niveau du cerveau. Donc, c'est un enfant qui va plus utiliser une intelligence, j'allais dire, émotionnelle. Par contre, l'intelligence plus de logique, celle liée au registre du raisonnement,
petit à petit, elles s'amenuisent. Donc, c'est des enfants, effectivement, qui sont plus, j'allais dire, artistes, etc. Quand on arrive dans des cours qui touchent aux logiques, aux mathématiques et aux chiffres, ils sont plus en difficulté. Dans leur façon même d'analyser une situation, ils sont en difficulté, ces enfants-là. Et ça, c'est l'impact étudié scientifiquement, l'impact de ces ondes sur le cerveau de l'enfant. Exact. C'est bien ça. Exact. Exactement. Autre chose, c'est des enfants, ce qui a été aussi prouvé, et ça c'est depuis pas mal d'années, c'est le déficit attentionnel. Oui. L'enfant, quand je dis l'enfant, je parle d'adolescent aussi, quand on le place devant la télévision et que ça dépasse 30, 40, 45 minutes, il se met dans une position complètement passive où la seule fonction attentionnelle qui met en marche, c'est l'attention soutenue. Donc il est complètement pris par les images qu'il voit, il ne fait pas marcher les autres types de concentration et d'attention. À partir de là, petit à petit, il perd ces capacités-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas habitué à fournir des efforts. Et là, on le voit clairement dans nos cabinets et on en parle avec les enseignants. On a beaucoup d'enfants qui ont du mal à se concentrer. Alors Sarah Haïbou, vous êtes orthophoniste et justement, on insiste énormément sur l'impact de la surconsommation des écrans sur le langage, l'apprentissage du langage, le développement du langage. Comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut savoir déjà que là, on ne parle plus de surconsommation d'écran que à partir de l'âge de 5 ans, 4 ans. Là, on en parle même à l'âge de 1 an et demi, si ce n'est pas avant. Donc, quand on parle des écrans, c'est tablette, téléphone, télévision, tout écran passe. Alors, il est important de savoir que pendant les 3 premières années, l'enfant, il apprend à parler, il apprend à rentrer en contact. Il n'y a pas que le langage, il y a le regard, il y a les émotions, il y a le déchiffrage des mimiques, il y a le fait de rentrer en contact tactile, visuellement parlant, auditivement, olfactif. Donc tout ça se développe pendant les premières années de l'enfant. Alors, si nous, on prive l'enfant de ces expériences-là par lesquelles lui, il va apprendre, automatiquement, là, il est dépourvu de ses capacités. Et donc, automatiquement, le langage ne se développe pas correctement, si ce n'est, il ne se développe pas carrément. On n'a pas de contact visuel, ni de feedback, ni de feeling avec l'autre. On n'a pas de cet échange-là, ni soit gestuel ou même langagier. Donc, l'enfant vraiment perd toutes ces capacités-là. Et automatiquement, on parle d'un développement, tout le développement, soit langagier, psychomoteur ou psychoaffectif, tout ça est en retard par rapport à l'âge. Et donc, automatiquement, l'enfant arrivé à un niveau scolaire, comme disait Madame Alami, on parle de troubles scolaires, on parle de déficit intellectuel, de déficit de concentration. Mais pourquoi ça se répercute souvent sur le langage? Alors, le langage, il ne peut être évolué qu'avec les échanges, avec les communications. Un enfant qui est passif ne peut développer son langage parce qu'on n'a pas la correction. Il faut savoir que les enfants prennent l'adulte comme le modèle. Et donc, le fait de faire corriger l'enfant et de répéter qu'il puisse entendre, c'est ça ce qui fait, c'est ça ce qui façonne. C'est ce qui façonne. Ça le stimule, mais ça façonne aussi le langage. Alors, si un enfant, je laisse dire par exemple Mimi et Titi pendant 3-4 ans, automatiquement, il le dira pendant 6 ans ou 7 ans. Absolument. Par contre, si je corrige, s'il m'entend à chaque fois dire non, on va aller dormir, on va aller manger, donc c'est ce qui fait qu'il façonne. Et donc ce cas-là, ça on le prive. Ça on n'a pas devant une télé parce que la télé n'est pas réactif. Okay. Il est très passif. Donc il ne fait que prendre, il ne donne pas. Alors justement, ce qui nous amène Rita Alami à parler des signes d'addiction. Comment savoir qu'un enfant présente des signes d'addiction aux écrans? Alors, on va imaginer un petit peu l'écran comme une pièce de monnaie avec une double face. Une face, ce serait le réel, ce serait la vie de tous les jours de l'enfant, et l'autre face, ce serait l'imaginaire, d'accord? Un enfant qui jongle entre les deux, c'est-à-dire qu'il regarde la télévision, et quand il le peut, il sort, il s'amuse, il a des camarades de classe, des copains, il joue, il travaille bien aussi à l'école. C'est un enfant qui gère intelligemment, qui n'est pas dans le cercle addictif. D'accord. À partir du moment où l'enfant et où l'adolescent s'enferme dans son monde imaginaire, il devient reclus, il est souvent dans sa chambre, devant le petit écran ou sur son ordinateur, d'accord, avec des amis qu'il n'a jamais rencontrés. Là, on rentre dans le cercle addictif. J'allais vous dire, c'est moins une question d'heures de connexion par jour à l'écran télé que de résultats et de symptômes. Parce que quand vous dites justement l'enfant gère, ça veut dire qu'ils sont pas tous capables, on n'est pas tous égaux face aux écrans en fait. Tous les enfants ne sont pas égaux face aux écrans, face à cette réactivité et à cette capacité d'adaptation. Effectivement, les enfants ne sont pas égaux d'abord de par leur histoire familiale,
mais aussi de par leur capacité cognitive. Absolument. On en a parlé tout à l'heure pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, par exemple, qui se situe entre l'âge de 3 et 6 ans, est un enfant qui n'a pas suffisamment développé le langage, il est en phase d'apprentissage, et c'est surtout un enfant qui ne diffère pas suffisamment le vrai, hein, ce qui existe réellement, de l'image. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui voit un film d'horreur, et là je vais en profiter pour tirer la sonnette d'alarme, c'est un enfant, pour lui, ce qu'il voit dans le petit écran, c'est du réel. Et on le voit, c'est des enfants le soir qui font des cauchemars, qui se remettent à refaire pipi au lit, qui demandent à garder les lumières allumées toute la nuit et jusqu'à un âge assez tardif. Mais ça se répercute aussi au niveau de l'adolescence. C'est-à-dire, là, on parle des petits-enfants, des tout-petits, des 3-6 ans, mais l'ado aussi est concerné par ce sujet, non? Alors pour moi, aujourd'hui, l'adolescent est encore plus concerné que l'enfant. Pourquoi? Parce que les adolescents, malheureusement, sont moins dans l'interaction sociale avec les parents. D'emblée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de facilité avec les tablettes, le téléphone, les smartphones, etc. Et la communication se fait plus spontanément aujourd'hui déjà entre les ados à partir de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on voit moins des jeunes sortir, aller au cinéma pendant 3-4 heures, rester dans un café, discuter pendant des heures, mais ils sont même des fois assis dans la même table, je ne sais pas si on peut remarquer ça même dans les lycées, à la récréation, ils sont 2-3 et discutent entre eux sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils communiquent de plus en plus sur ces réseaux-là. Et à la rigueur, ce qui inquiète encore plus, c'est les ados qu'on reçoit en thérapie. Ce sont des ados qui ne parlent pas, qui ne connaissent quasiment pas leur famille. Ils ne parlent même pas avec leurs frères et sœurs. Ils sont dans leur chambre, sur leur tablette, sur leur ordinateur, et c'est parti avec ils appellent ça des amis virtuels. Mais en fait, il faut savoir que ces amis-là, très souvent, ils sont faux. Ils déclarent avoir 15 ans alors qu'ils en ont 50. Ils déclarent être des hommes alors qu'ils sont des femmes. Donc il y a beaucoup de dérives. Il y a énormément de dérives et de risques. Donc il faut faire vraiment très attention. Sarah, vous recevez en cabinet justement des ados aussi? Alors effectivement, oui, la majorité des ados qu'on a en consultation, c'est des ados qui souffrent. Moi, je toucherai plus le côté scolaire parce que c'est vrai qu'on y va au-delà du langage. Le langage, à un certain temps, oui, c'est des enfants qui vont être, ou des ados qui vont être un petit peu moins bavards, timides, pas trop dans l'échange et tout. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que c'est des enfants qui en classe rêvassent, qui sont somnolent parce qu'ils dorment très très tard, ils veillent très très tard. On a de la fatigabilité qui s'installe, un rythme scolaire qui est très dégradé. Conséquence de la surutilisation, effectivement, et puis parce écrans. qu'on a le trouble d'attention et de la concentration qui a largement pris place chez ces enfants-là. Donc automatiquement, tout ce qui est scolaire va être encore plus difficile pour ces enfants. Alors quelle est l'importance justement d'un diagnostic différentiel entre ce que vous appelez vous les spécialistes les enfants télé, donc troubles à cause de la surconsommation des écrans, et véritablement l'autisme? Alors ça, c'est une question qui est très très importante, qui nous touche énormément, parce qu'on reçoit un cabinet minimum une fois par mois, ou même plus, je dirais, on n'a pas les chiffres, mais des diagnostics erronés, parce qu'on trouve que ces enfants-là ne sont pas vraiment des enfants autistes, mais c'est plus des enfants télé. Alors, comment on peut un petit peu distinguer? C'est avec la prise en charge, c'est à travers nos séances. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui essayent de rentrer en communication. Une fois on enlève ces écrans-là, c'est des enfants qui vous cherchent. Alors que l'enfant autiste ne vous cherchera jamais, avec beaucoup de rééducation pour arriver à ça. C'est des enfants qu'il faut les recadrer. Une fois on leur donne des limites, ils adhèrent à ces limites. L'enfant autiste ne connaît pas les limites. Il faut une période de désintoxication? Effectivement, et c'est des enfants qui évoluent plus rapidement que l'enfant autiste. Donc c'est là où on peut un petit peu voir que c'est vraiment, ce n'est pas de l'autisme, c'est vraiment de la superconsommation des écrans. Et puis bien sûr l'entretien, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les parents, et c'est l'élément révélateur. Parce que quand on sait que cet enfant a été stimulé correctement dans un milieu avec les parents qui sont là présents et tout ça, et que malgré ça on a ces symptômes-là, oui, là on peut se poser la question de l'autisme. Mais si vraiment pas de stimulation, beaucoup de télé, beaucoup d'écrans, un rejet de la part des parents, pas de stimulation ni scolaire ni à la maison, donc là on se pose la question des enfants télé. Alors en tant que parent, on est un petit peu perdu parce qu'on entend justement que les écrans sont mauvais pour le développement cérébral de nos enfants, mais en même temps,
dans certains pays, dans notre pays aussi, dans certains établissements, on fait la classe à travers les tablettes. Il y a des jeux dits éducatifs sur les tablettes également, les ordinateurs et les smartphones. Il y a des applications pour un petit peu booster les enfants d'un point de vue scolaire. Donc on ne sait pas comment se retrouver dans tout ça. On nous dit que c'est mauvais, mais en même temps on nous dit on peut accompagner, faire du coaching scolaire à nos enfants via des applications, smartphones, tablettes, tout ça. Qu'est-ce que vous nous dites, Rita Alami? D'accord. Alors déjà, ce n'est pas la télévision qui est mauvaise, ce n'est pas la tablette qui est mauvaise, c'est le temps consacré par rapport à l'âge de l'enfant. D'accord. D'accord, ça c'est très important. À nuancer. Ah, oui, c'est à nuancer. D'ailleurs, on ne peut, et il est déconseillé, de complètement couper, parce qu'un enfant, il vit pas tout seul, il vit en société, donc il faut qu'il soit à la page avec ses copains, surtout à l'âge de l'adolescence. Donc on ne peut pas lui dire tu ne regarderas pas la télévision, ça c'est pas normal. Mais c'est plutôt le temps. C'est le temps qui pose problème. Alors on va revenir sur le temps justement en détail, mais rapidement, on dit aussi, on entend beaucoup de spécialistes dire pas de télévision avant 3 ans. Est-ce que honnêtement c'est faisable et c'est jouable? Pour moi, oui, en tant que psychologue, et je dirais aussi en tant que maman, oui, c'est tout à fait faisable. Nous avons plusieurs générations ont grandi sans télévision et sans tablette, et vous voyez bien ce que ça donne. Aujourd'hui, on a des générations au Maroc de personnes complètement cultivées, parce qu'on en parlera aussi tout à l'heure, mais instruites et qui sont dans le fait de performance, dans la culture, dans les études. Est-ce que c'est jouable? C'est-à-dire, est-ce que c'est faisable? Un enfant, très bien, on va faire de notre mieux en tant que parents pour pas lui mettre la télévision, mais il évolue forcément dans un environnement où il y a des télés, où il y a des écrans, où on peut pas lui mettre des œillères. Effectivement, oui. Moi, je pense que je vais la première fois contredire Rita, parce que c'est vrai que l'idéal, c'est pas de télé avant 3 ans, mais effectivement, dans notre société aujourd'hui, on est vraiment dans la télé à 100%, parce que même si on empêche la télé chez nous, chez les grands-parents par exemple, il y aura de la télé. Même nous, par exemple, si on regarde sinon on devient infréquentable. Là, on emmène nos enfants, on dit éteignez, pas de télé. Effectivement, ça devient un cas d'alerte majeur. Et moi, je dis que de préférence, l'idéal, le parfait, oui. Pas de télé avant 3 ans, mais on n'est pas dans le parfait. Malheureusement, on ne peut pas l'être. C'est difficile de l'être. Parce que déjà, c'est une vie sociale. Oui. Donc, on est plus avec la famille, donc, avec les cousins. C'est un peu compliqué. On en est 2 à la maison. L'aîné regarde un dessin animé, le bébé circule. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, il est dans un environnement de télé. Rita, on vous a convaincu ou pas? Non, je vais m'expliquer un peu plus. C'est pas l'environnement télé qui pose problème. Moi, ce qui m'embête, il faut le dire, c'est le fait de prendre un bébé qui a quelques mois et de le poser devant la télévision plusieurs heures par journée. Maintenant, si l'enfant il est avec ses parents en fin de journée et qu'il y a un film qui passe à la télévision, c'est pas grave. C'est pas ça qui est problématique. Nous, ce qui nous pose problème, et tous les jours, et pas que nous, les pédopsychiatres, les psychomotriciens, les orthophonistes, les kinés aussi, c'est quoi? C'est ces enfants-là, justement, qui n'ont pas développé une motricité ni une bonne latéralité parce que, justement, ils sont scotchés toute la journée devant la télé. Et ce qui est amusant, c'est ce que nous disent les parents. Ce n'est même pas je l'ai mis devant la télévision, c'est mon fils, sachant qu'on parle d'un bébé de 6 mois, mon fils préfère passer sa journée devant la télévision. D'accord. C'est ça qui est embêtant. Oui. Effectivement, excuse-moi, je vais juste rajouter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à... Déjà que le rythme social a changé, les mamans maintenant sont généralement, c'est des mamans qui travaillent, donc forcément il y a une nounou, donc la nounou forcément va allumer la télé. Alors là, le malheur, c'est que quand on parle de bébés, c'est des bébés qui sont mis devant la télé, dans leur relax, qui n'ont même pas encore utiliser le mouvement, ni le geste, ni ils commencent même pas à faire les premiers gestes, et quand même ils sont scotchés devant une télé. Alors là, c'est grave. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très alarmante. Comme vous avez dit, il passe à côté de la télé, regarde 2 minutes, 5 minutes. Oui, parce qu'on peut n'est pas quand même, on va pas être quand même dans une guerre, parce que c'est pas le but. Parce que certains spécialistes disent attention, pas de télé avant 3 ans, c'est catégorique. Mais catégorique, on veut bien, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est jouable? Déjà, ils disent que c'est catégorique, c'est basé sur des études scientifiques qui démontrent aujourd'hui que par rapport aux ondes électromagnétiques dégagées par les téléphones, les smartphones, les télévisions, les tablettes, sont dangereuses pour le cerveau de l'enfant. Et on ne sait pas ce que ça donne comme maladie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit stop, pas avant 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Ça dépend aussi de la disponibilité psychique et de l'état mental des parents, et j'allais dire un peu plus de la maman. Si la maman se sent mal
est en dépression, par exemple, et je parle de la dépression parce qu'on a beaucoup de dépressions masquées au Maroc, énormément de mamans qui sont en dépression, qui ne savent même pas qu'elles sont en dépression, et qui nous disent... C'est quoi le rapport avec le sujet? Je vais vous dire justement, qui nous disent « mais indish khatar ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse à « mais indish khatar », c'est de poser l'enfant des heures, et jusqu'à 4, 5, 6 ans, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école devant la télévision. Alors, moi, je dis que si la maman se sent mal, il faut qu'elle se prenne en charge. Parce qu'à partir du moment où elle sera de bonne humeur, souriante, gaie et bien, elle trouvera le temps et la disponibilité psychique pour jouer avec son enfant, pour sortir avec lui, pour faire entrer son enfant dans la cuisine, pour lui faire des gâteaux. C'est ça le partage. C'est comme ça qu'un enfant apprend et ce n'est pas devant les tablettes. Donc quand vous dites ce qui compte, c'est la durée, mais quand même, pour les moins de 3 ans, on ne les met pas forcément devant un écran. C'est-à-dire, même à 2 ans, à 3 ans, on ne les installe pas ou bien on les laisse circuler. Non, on peut les laisser circuler. Si on veut les installer, on leur installe un petit endroit dans leur chambre avec de la pâte à modeler, des crayons de couleur, des feuilles. On ne sait plus tout ce qui est moteur, voilà. Des poupées, d'accord. L'enfant, il faut comprendre que l'enfant, quand il est jeune, il a des pulsions agressives, des pulsions autodestructrices. Il a besoin de déchirer, de casser, de jouer. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il fait quand il est devant un écran. Devant un écran, l'enfant, il absorbe des images qui peuvent être violentes, parce que nous ne contrôlons pas forcément tous les dessins animés qu'il regarde. Ces images-là, en fait, ce qui fait, c'est qu'il les stocke et ensuite il y a un impact. Il y a un impact sur du court terme, c'est les cauchemars, l'agressivité, et mort et griffes, mais il y a aussi un impact sur du long terme. Voilà, et donc c'est ça qu'il faut maîtriser. Alors on va marquer une petite pause et on revient pour la deuxième partie. On va continuer à parler justement de ces enfants télé, surtout quelles sont les étapes de développement des enfants et comment aussi cadrer l'adolescence sans rentrer dans le bras de fer. Ça c'est aussi important pour éviter d'envenimer cette fameuse crise d'adolescence ici qui n'est pas toujours facile à vivre. Et puis, on va enchaîner également sur l'interview santé avec Dr Wafa Amradni. Elle est chirurgien plastique où on se retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Sur le plateau d'Once Dito, eh bien, on retrouve dans un petit moment également notre chirurgien plastique Wafa Amradni pour parler de la chirurgie esthétique luxe, nécessité ou médecine. À tout de suite pour ça, mais on enchaîne sans plus tarder. On revient à vous, Sarah Hay, vous êtes orthophoniste, et Rita Alami, vous êtes psychologue, psychothérapeute, et on parle de ces fameux enfants télé ou de l'impact de la surconsommation des écrans et des télévisions sur le développement de nos enfants. J'y arrive. Alors justement, ce que vous étiez en train de dire juste avant la pause, c'est qu'un enfant a besoin de bouger, de jouer, de déchiqueter. Ce sont des choses un petit peu aujourd'hui qu'on a du mal à accepter en tant que parent. Quand on voit nos enfants déchiqueter une feuille, taper avec quelque chose et vous dites ça c'est normal, ça fait partie de leur développement. Vers l'âge de 3 ans, c'est un besoin naturel, entre guillemets, de petite violence. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met devant la télé. Vous dites non. Alors quelles sont les étapes importantes de développement de l'enfant qui sont freinées par la télévision? Parce que quand on les met devant l'écran, eh bien, ils ne bougent plus, ils sont sages. Alors que c'est mauvais. Alors déjà, pour moi, la chose la plus parlante qu'on va remarquer au début, c'est la motricité. C'est-à-dire que l'enfant, il aura peut-être, elle est 3 ans, il ne saura pas encore prendre un crayon, pas le tenir correctement, mais vraiment le prendre. Il ne sera pas en mesure de faire un coloriage, il ne sera pas en mesure de commencer à tenter de manger, par exemple, avec une petite cuillère. Vers 3-4 ans. 3-4 ans. Voilà, il sera complètement perdu devant toutes ces choses-là qui demandent la motricité. Quand on va lui donner un ballon... Un enfant, vous dites il sera incapable de tenir un crayon, de faire un coloriage, mais manger, il mange tout seul. Pourquoi il est incapable de le faire? Il est censé manger tout seul, apprendre à manger tout seul. Oui. Mais ces enfants-là, ils sont tellement dans un mode passif qu'en fait, cet effort-là, il n'est même pas fourni. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on utilise la télévision pour les faire manger. Oui. C'est regarde la télé et tais-toi. Ce qui compte, c'est la bouche. Oui, c'est vraiment ouvre la bouche. C'est-à-dire que c'est agressif quelque part. C'est vraiment du bourrage. C'est-à-dire qu'on fait manger le bébé et puis l'enfant plus tard, devant la télévision, il ne sait même pas ce qu'il a dans la bouche. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup d'obésité chez les adolescents qui sont plus de 4 heures par jour devant les écrans télé. Mais oui, allez-y Sarah, pardon. J'allais juste rajouter qu'avant même de parler de tenue de stylo et de parler de tout ce qui est motricité, ce qu'on appelle nous la motricité fine, il faut déjà parler de tout ce qui est motricité globale, parce que ces enfants-là qui sont assis devant la télé ne vont pas forcément tomber, ne vont pas forcément sauter, ne vont pas forcément faire les mouvements de marche, les mouvements d'escalier. Donc c'est des enfants... effectivement,
tout geste et tout développement et toute expérience que l'enfant va faire pendant ses premières années sont des expériences décisives par la suite. Parce que si on empêche un enfant de sauter, bah par la suite, rien que pour les marches par exemple, ça va être difficile. Rien que pour courir, c'est difficile. Mais si on devait expliquer aux parents les paliers d'acquisition, de 0 à 3 ans, est-ce que c'est comme ça que ça marche chez vous les spécialistes? 0, 3 ans, 3, 6 ans? Oui, pour les normes. Oui. Pour les normes, c'est ça, c'est des paliers d'acquisition. C'est-à-dire, autour de 3 ans, un enfant est supposé apprendre quoi? Être capable de faire quoi? Rita. Alors déjà, à l'âge de 3 ans, voilà, un enfant est supposé commencer à parler, pas des phrases longues, hein, mais déjà commencer à utiliser quelques mots, si ce n'est quelques phrases courtes, commencer à marcher, commencer un petit peu à savoir jouer avec un ballon par exemple, pouvoir par exemple s'il a envie de prendre un objet, un jouet par exemple, pouvoir prendre la main et l'orienter vers le jouet, pouvoir monter et descendre certaines petites marches, par exemple un escalier de 3-4 marches, et commencer à apprendre le pyjama, pas le porter, mais essayer en tout cas de porter le t-shirt, s'amuser à jouer. Ça c'est jusqu'à 3 ans. À peu près vers l'âge de 3 ans, oui. Est-ce que si un enfant, finalement, n'a pas ces acquisitions-là, ces compétences-là, on peut déjà penser à l'emmener consulter? Ou c'est tirer la sonnette d'alarme trop tôt? En fait, ça dépend, parce que si ce n'est que psychomoteur, à la rigueur, on peut avoir un bilan psychomoteur, pourquoi pas. Mais ce qui doit inquiéter, c'est quand l'enfant est différent de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un enfant de 3 ans, puisqu'on parle d'un enfant de 3 ans, eh ben, ce serait un enfant qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui sourit très peu, qui n'est pas content quand il voit maman rentrer l'après-midi, qui est omnibulé par l'image, qui voilà. D'accord. Ça, mais Sarah, justement, par rapport à l'acquisition du langage, on sait que chaque enfant a son propre rythme. Oui, effectivement. Il y a des enfants qui vont parler très tôt, d'autres qui vont parler un peu plus tardivement. Dans le développement du langage, on parle de paliers, mais on ne met jamais les enfants dans une norme. D'accord. C'est pas l'objectif de les mettre dans une case. L'objectif, c'est plus de détecter ce qui est pathologique. Par exemple, si vous me dites qu'un enfant il a dit ses premiers mots à 1 an et 2 mois, ben, normalement, c'est à partir de 9 mois, si c'est pas 8. Je dirais que c'est pas grave. Mais quand même, si un enfant ne les dit que vers les 18 mois, alors les mamans, papa, ça, c'est quand même du retard. Maman, papa, c'est vers quel âge? Normalement, ça commence même à 8 mois, 9 mois, on peut aller jusqu'à 1 an. D'accord. 1 an et quelques mois. Alors, par contre, ce qui est un petit peu alarmant, à mon avis, c'est que des fois, on a des enfants qui, même au niveau du développement du langage, on remarque même des régressions. D'accord. Par exemple, c'est des enfants qui ont commencé à parler, mais qui ont régressé, qui ont arrêté de dire, par exemple, les maman, papa, les gestes. Pourquoi? C'est parce qu'on les a mis, on les mettait pas devant la télé, on a commencé à les mettre? C'est ce qui se passe? Ça, c'est vraiment l'effet typique de la télé. Hein. Ça, c'est vraiment l'effet typique, parce qu'il n'y a plus ce feedback, parce que quand tu dis maman, quand un bébé dit maman à sa maman, forcément, ça la réjouit. Donc, automatiquement, il y a un feedback, elle échange, il y a du regard, du sourire, elle va répéter oui, maman. Donc, automatiquement, ça le stimule. Alors, si cette stimulation s'arrête, forcément, pourquoi je vais dire maman, papa? D'accord. Il n'y a pas d'envie. Rita voulait rebondir? Oui, je voulais dire que d'un point de vue psychologique, un enfant apprend à parler parce qu'il en a le désir. Et ce désir, en fait, il vient de l'échange et de l'interaction psycho-affective qu'il a avec sa maman. Alors, un enfant qui est dans une relation sécure avec ses parents est un enfant qui est apte à développer le langage, mais aussi la motricité, et son intelligence se développe. Un enfant qui est seul, finalement, qui se retrouve tout seul, c'est un enfant qui développe peu et beaucoup plus lentement toutes ses aptitudes. Alors, on va enchaîner sur une autre question, et si on a le temps, on revient sur un autre point. On va enchaîner sur les ados. Comment justement cadrer la consommation de télévision sans entrer dans le conflit, le bras de fer avec l'ado? Déjà que l'adolescence est une période difficile. Rita. Effectivement, l'adolescence est une période de mutation. On parle de complexe de homard parce que l'adolescent, il se referme complètement. On a l'impression qu'il se referme dans un petit coquillage, c'est son monde intérieur. Donc, c'est pas le moment, effectivement, de rentrer dans des conflits et des bras de fer, vous avez raison. Par rapport à la gestion, j'allais dire, de la télévision, déjà, les parents ont un rôle primordial qui devrait démarrer dans la petite enfance. On n'attend pas qu'un ado ait 14-15 ans pour lui dire, eh bien, finalement, on a décidé de gérer le temps de télévision. Ça, c'est des choses qui s'apprennent très tôt. Et l'enfant, il a des règles. Il sait qu'il peut voir la télé pendant 1 heure jusqu'à tel âge et 2 heures jusqu'à tel âge. Absolument. Maintenant, si ça n'a pas été fait et qu'effectivement, on cherche un petit peu à rattraper, je vous dirais, tant que l'adolescent
il est épanoui, il est souriant, il est gai et surtout, il est en interaction sociale. Il a des copains, il s'assoit à table avec ses parents, il discute avec ses frères et sœurs. Il y en a beaucoup des ados comme ça? Et il y en a, il y en a. Heureusement, on a encore des parents qui se battent pour ça. Tant que c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On va pas rentrer avec lui sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ado qui a suffisamment de savoir-faire, il a appris à s'autogérer, il est autonome. Maintenant, des fois, on a des ados de 18 ans qui sont en terminale, mais qui ne savent pas encore s'autogérer. Ces adolescents-là, effectivement, c'est pas plus que 1h30, 2 heures par jour. Pas plus qu'1h30, 2 heures par jour. Mais comment? Parce que pour l'ado, on le brusque en fait, on le brutalise quand on lui dit pas plus qu'1h30, 2 heures. C'est une forme pour lui d'agression de son intimité. Comment on lui dit? Qu'est-ce qu'on utilise comme mot? Alors, non, ce n'est pas une agression parce que pour moi, c'est un rôle éducatif. C'est la pour fonction pour nous, des parents. On va dire les adultes, les parents, oui, les spécialistes également. Mais pour l'adolescent qu'il est, ah, mais comment? Mais moi, je suis quand même capable de gérer, je sais ce que je fais. Très bien. Mes amis regardent, pourquoi moi pas? Alors, on lui explique qu'est-ce qui nous a amené, nous, en tant que parents, à diminuer justement ce temps de télévision. On va lui dire, mais j'ai remarqué ça et ça et ça et ça, ce qui a été remarqué de la part des parents, par exemple des difficultés au niveau de l'école, je remarque que tu es tout le temps enfermé dans ta chambre, j'ai remarqué que tu n'as pas de copains, tu n'es pas avec nous à table, tu ne discutes pas avec nous, tu n'es pas dans le partage, tu as souvent envie de rester tout seul, tu refuses même de voyager parce qu'on en voit de plus en plus, tu es enfermé dans ton petit monde. À partir de là, c'est notre rôle en tant que parents, d'imposer certaines règles. Et nous avons décidé que dorénavant, tu ne dépasserais pas 2 heures par jour. Il va l'accepter et qu'il à la limite qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas, c'est pas ce qui est recherché. Finalement, c'est le rôle des parents et ils doivent l'assumer. Alors, ce qui est important aussi, heureusement, j'ai le temps de poser la question, justement, par palier, un enfant devant la télé, combien de temps? Parce que ça fait partie de notre... Enfin, ça fait partie de notre environnement. Donc, justement, si au moins les spécialistes peuvent nous donner la réponse... Ouais. Bah, effectivement, dans les recherches scientifiques, ça c'est pas nous qui disons ça, hein, c'est plutôt les recherches. On parle déjà avant 3 ans, pas d'écran, ça on en parlait largement. Alors à partir de 3 ans, vers les 3, 4 jusqu'à 5 ans, on parle de des heures de télé, bon, jusqu'à 1 heure grand maximum, mais accompagné avec le parent. D'accord. À partir de 6 heures, c'est vraiment de 6 ans. De 6 ans, oui, pardon. C'est vraiment c'est regarder la télé après, un petit peu après l'école. Oui. Et c'est toujours, moi ce que j'insiste toujours sur les parents, il faut instaurer un programme pour l'enfant. Un enfant qui a appris à avoir un programme, effectivement, c'est un ado par la suite qui pourra accepter quelques restrictions, si on veut dire. Absolument. Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est une relation de confiance qui s'instaure entre l'enfant et entre les parents. Et expliquer même aux tout petits, à travers cette émission notamment, attention, regarde ce que les grands ont dit, ce que les spécialistes ont dit. Merci beaucoup, mesdames, pour votre générosité à tous les téléspectateurs et aux parents d'On se dit tout. Les enfants télé, c'est notre sujet avec vous. Sarah Hay, vous êtes orthophoniste, et Rita Alami, vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfant. À très vite sur le plateau. Moi, je reste avec vous. Dans quelques instants, je retrouve Wafa Maladmi, elle est chirurgienne plasticienne. On se retrouve pour parler de chirurgie esthétique. À tout de suite. Et comme promis, eh bien, on parle de chirurgie esthétique tout de suite, sans plus tarder, avec Dr Wafa Maladmi, médecin spécialisé en chirurgie réparatrice et plastique. Bonjour docteur, c'est un plaisir de vous avoir. Merci de La route n'était pas trop longue d'Agadir? Non, ça va, on a fait une petite escale à Casablanca. Ah bah, avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, médecine esthétique, luxe ou nécessité, ou caprice, on en parle avec vous justement. Quand on parle de médecine esthétique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà, est-ce qu'on va parler de médecine ou de chirurgie esthétique? Moi, j'ai fait exprès de dire médecine esthétique parce que communément, c'est ce qu'on dit, mais pour vous, les spécialistes, il y a une grande différence. Il y a une grande différence, parce que la médecine esthétique est un petit pan, vraiment, c'est un petit volet de la chirurgie esthétique, c'est toutes les injections médicales, c'est tous les traitements médicaux, d'accord, donc non pas chirurgicaux, que les patients demandent et que l'on offre, nous, en tant que plasticiens, en tant que spécialistes. Il n'y a pas que les plasticiens qui font ça, mais il y a d'autres confrères qui le font. Et donc, ce sont des traitements médicaux. Il n'y a pas donc de la chirurgie. médecine esthétique est réservée au visage? Non, elle est réservée au corps entier, la mésothérapie, traitement de la cellulite, tout ça c'est de la médecine esthétique. Et c'est quoi la différence avec la chirurgie? La chirurgie, c'est avoir un bistouri à la main, d'accord? Donc ce sont des patients qui sont sous anesthésie, ou locale, ou générale, ou sous d'autres formes d'anesthésie, d'accord? Et on modifie des choses sur le corps ou le visage. Mais alors par exemple, si on a recours à des injections de Botox, ça c'est de la médecine esthétique. Si on fait un lifting
lifting, ça c'est de la chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie, tout à fait. Pourtant l'effet est un petit peu le même. L'effet est le même, peut-être pas. Bon, ça se rejoint. Tous, maintenant, c'est une chirurgie, la chirurgie et la médecine esthétique se complètent pour donner le meilleur résultat aux patients. Est-ce que, franchement, c'est réservé à une catégorie de la population? Pas du tout. Pourquoi? Parce que la réponse est très simple. Est-ce qu'une femme, quand vous dites catégorie, je suppose que vous sous-entendez catégorie économique aisée. Absolument. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà, les besoins ou l'envie, peut-être pas le besoin, j'aime pas ce mot-là en matière de chirurgie esthétique et médecine esthétique, donc l'envie de rajeunir ou d'embellir, d'accord, n'est pas consacrée, ne correspond pas juste à une certaine catégorie de femmes. Une femme ouvrière, une femme secrétaire, une femme PDG, une femme au foyer, tout le monde, toutes les femmes ont envie de rester belles et jeunes. Donc, alors, est-ce que je n'aime pas aussi le terme de, est-ce que la chirurgie ou la médecine esthétique se sont démocratisées? Je n'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire est-ce que maintenant tout le monde peut y avoir recours? Oui. Alors, d'abord parce qu'il y a certains traitements qui ne sont pas aussi chers qu'on le pense, d'abord primo. Et puis secondo, il y a des femmes qui, au lieu de faire un crédit pour acheter une bague ou acheter un bracelet ou s'offrir quelque chose de cher, elle va aller demander un crédit, par exemple bancaire ou auprès de parents ou autres, pour avoir recours à certaines chirurgies. Et ça, vous le voyez, vous, dans votre pratique? Oui, on le voit, bien évidemment, et on peut le comprendre parce que... Mais justement, vous le comprenez en tant que spécialiste, en tant que médecin? Bien évidemment. Avec vraiment la fonction de médecin. Tout à fait. Alors, le serment d'Hippocrate. Tout à fait. Vous savez que la médecine et la chirurgie esthétique, je vais parler, la chirurgie esthétique englobe la médecine esthétique quelque part. Oui, absolument. Donc on va, pour ne pas continuer à faire cette division, on va parler de chirurgie esthétique. Il faut savoir que c'est une spécialité à part entière. C'est une spécialité qui demande, comme les gens le savent, plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans, voire 15 ans d'études. Donc c'est une vraie spécialité qui a démarré il y a très longtemps, à la fin du 19e siècle, début du 18e, on parle même de certains cas de décès de chirurgie qu'à l'époque on n'appelait pas esthétique, bien avant, d'accord, mais qui a surtout vu son essor démarrer après la seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait les gueules cassées, donc toutes ces victimes d'obus, de balles perdues, etc., chez qui on a essayé de reconstruire des visages, d'accord, pour avoir donc un semblant donc de visage normal, entre guillemets. Et donc ça vient de là. Donc c'est une spécialité vraiment à part entière, qui a bénéficié de tous les progrès scientifiques desquels bénéficient les autres spécialités donc médicales, donc au même titre, et qui maintenant propose aux patients et patientes donc d'améliorer un aspect donc de façon complètement mais par médicale. exemple, vous avez parlé des victimes de guerre, et bon, c'est normal, parce que là, c'est une chirurgie qui vient réparer un dégât, mais ce qu'on peut reprocher un petit peu à la chirurgie esthétique et à cet engouement pour cette médecine, qui reste avant tout une médecine justement pratiquée par des médecins, c'est que je peux être chez moi sans problème de santé, et décider de gommer mes rides d'expression, de gommer ma ride du lion, de gommer ce genre de choses. Et là, on se dit, mais finalement, c'est là où moi je pose la question. Luxe, caprice, nécessité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'abord, la réponse la plus facile, ce n'est pas une nécessité. La chirurgie esthétique n'a jamais été une nécessité. La nécessité, c'est quelque chose de vital. On a besoin, il est nécessaire de manger, il est nécessaire de boire, de respirer, etc. On va pas, donc, ce n'est pas une nécessité. Maintenant, est-ce que c'est un luxe? Alors maintenant, après, quelle est la définition que l'on donne? Est-ce que c'est un luxe? Si on donne à la définition du luxe, est-ce que c'est un superflu? Oui, bien évidemment. C'est un superflu. On a envie de se faire plaisir. Maintenant, il faut se mettre, on va dire, dévier des discussions de psychanalyse de bas étage à dire oui, c'est de la frivolité, etc., etc. Non, pas du tout. Parce que on ne critique pas les femmes qui vont se teindre les cheveux, on ne critique pas les femmes qui se font mettre du fond de teint, on ne critique pas une femme qui se met un rouge à lèvres. Tout ça, c'est dans un but d'embellissement. D'accord? On ne va pas se mettre 30 minutes de teinture ammoniaquée sur les cheveux juste parce qu'on a envie de cacher des cheveux blancs, parce qu'on a envie d'avoir une autre couleur, etc. Donc c'est dans le même but, sauf que maintenant, encore une fois, je reviens sur le côté progrès scientifique. Ce sont de réelles avancées scientifiques qui nous permettent maintenant, d'accord, de remodeler un visage, de redonner du volume à une perte de volume due à l'âge ou à une perte de poids, etc. Donc, c'est vraiment pas une frivolité, c'est un besoin qui existe et
qui a sa réponse dans le progrès actuellement. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus justement? Alors, actuellement, au niveau du visage, bien évidemment, Évidemment. alors comme vous l'avez souligné, effacer les rides, donner un peu de volume, là on en a perdu, parce qu'avec le temps et avec l'âge, on perd Où des est-ce volumes. qu'on perd en général? On perd en général au niveau des pommettes, d'accord. Là. On perd au niveau des joues, on Ouais. perd au niveau de la paupière inférieure, ce qu'on appelle la vallée des larmes qui se creuse. En fait, on perd au niveau de tout le visage. On perd au niveau des tempes, on perd au niveau du front, tout le visage a tendance avec l'âge à, comme si vous prenez des visages à âge de la même personne, à différents âges, et vous les mettez, vous les prenez de profil, mettons à 10 ans d'intervalle, vous allez réaliser que les visages reculent. Les visages reculent. Ils perdent en volume, en projection. Donc, et ce n'est pas que la peau. Au contraire, la peau est vraiment l'intervenant le dernier qui qu'on prend en ligne de compte. C'est l'os qui se déminéralise. L'ostéoporose de laquelle on parle, elle touche aussi l'os d'abord, ok. Ouais. Ensuite, il y a toute la partie, donc toute la structure musculaire qui s'affine. Il y a toute la structure graisseuse qui donne justement cette plénitude de la jeunesse. C'est justement, donc on perd au niveau de volume, au niveau de la graisse, et bien évidemment, avec le temps, et à cause de beaucoup de facteurs, la peau également s'affine, se ride et donc perd de son éclat. Et sa fesse aussi. Mais justement, on se dit, on va jusqu'où? Par exemple, on a envie de lutter contre ces petites rides. Ensuite, elles deviennent plus grandes. Ensuite, forcément, avec l'âge, elles vont augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se donne? On se dit, bon, très bien, je commence à 40 ans et je m'arrête à 60 ans et du jour au lendemain, je prends un coup de vieux et ça tombe. Est-ce que je continue non-stop? C'est ça, en fait. C'est une médecine qui reste un petit peu... Autant elle fascine qu'elle fait peur. Parce qu'elle fascine, parce qu'elle apporte de la jeunesse, de la beauté, et presque, entre guillemets, cette fameuse beauté éternelle. Et elle fait peur parce qu'on se dit, si je rentre dedans, si je mets le pied dedans, est-ce que je ne risque pas de devenir addict et comment m'en sortir? Alors, effectivement, c'est la polémique au niveau de la chirurgie, de la médecine esthétique, et donc elle fait rage depuis longtemps, et tout le monde en parle. Il faut savoir une chose, c'est maintenant, avec tout ce qui est nouveau, on fait attention à la nutrition. Oui. Tout le monde s'adonne au sport. Enfin, tout le monde, on va dire une grande majorité. Il y a beaucoup de sensibilisation. Donc, voilà, il y a beaucoup de sensibilisation. D'un point de vue physique que santé. Voilà. Les progrès en médecine l'ont fait que maintenant on vit beaucoup plus longtemps. Il y a encore 30-40 ans, à 40 ans, 45 ans, on estimait qu'on avait déjà un pied dans la tombe. Absolument. Actuellement, à 40 ans, 45 ans, on en est peut-être juste à la moitié de sa vie, grâce au progrès, etc., et j'en passe. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on se retrouve avec une population. Donc, je parle déjà de la demande la plus logique. Oui. Ensuite, on pourra revenir aux addicts, etc. Donc, on se retrouve avec une population de 60, 70 ans, 80 ans, dynamique, encore en excellente santé, et qui ressent ce dynamisme dans le corps. Mais ce dynamisme que l'on ressent, et qui est réel, ce n'est pas un dynamisme virtuel, il ne cadre pas avec cette image que nous renvoie le miroir. Parce que, malheureusement, nous vivons plus longtemps, mais l'âge continue à faire son effet. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de gens qui disent « Mais moi, ma mère, je me rappelle d'elle, ou ma grand-mère, elle n'avait pas de rides. » Mais bon, la grand-mère à l'époque, déjà parce que les gens se mariaient très tôt, la grand-mère avait à peine 40 ans, 50 ans, alors que les grand-mères de maintenant ont 80, 90, voire davantage. Oui. Donc, on a justement cette image devant nous qui ne correspond pas à moi, c'est le mot que j'adore, ce dynamisme que l'on ressent. Et donc, on a envie qu'il y ait une espèce d'adéquation entre l'apparence et entre l'intérieur. Oui. Alors, c'est là où, jusqu'où aller. Jusqu'où aller, jusqu'où s'arrêter. Et bien, quelle est la part de ma responsabilité à moi en tant que consommatrice et la nôtre et la vôtre en tant que médecin. Bien évidemment. Alors, il faut savoir une chose. Bien évidemment, je vais vous répondre à la réponse basique où un médecin consciencieux, un plasticien, un dermatologue, bref, tous ceux qui font de la médecine esthétique, va regarder la patiente et quand il va estimer que c'est bon, d'accord, c'est pas la peine de rajouter davantage pour ne pas rentrer dans la normale. Il va falloir dire à la patiente, même si elle est demandeuse, d'accord, de lui dire, écoutez, là, franchement, si on vous ajoute une goutte de trop, moi j'ai l'habitude de dire ça à mes patientes, la goutte de trop fait la différence. On fait une injection de lèvres et on vous dit, ah, j'adore, rajoutez-moi. Non, la goutte de trop va faire la différence, etc., etc. Donc là, c'est le médecin qui dit, écoutez, même si après, le médecin, la patiente, quand elle veut quelque chose, elle va aller choisir quelqu'un d'autre et se faire faire quelqu'un... Absolument. Voilà. Mais parce que vous pouvez dire non à l'intervention. Bien évidemment, on a le droit de dire non, parce que nous ne sommes pas en train de sauver des vies, bien évidemment, et donc si on n'est pas convaincu par le réel bien fondé, on va dire, de la demande, on a le droit, et on va dire même qu'on se doit, de dire non. Maintenant, il faut savoir qu'on a des patientes
Alors, il faut savoir une chose, hein, il ne faut pas croire que toutes les patientes qui ont recours à de la chirurgie ou de la médecine esthétique sont des patientes qui sont dans le déni de leur apparence, etc. On va dire facilement, sans me tromper, que 80 à 85% des demandes sont des demandes qui sont complètement rationnelles et cohérentes. Okay. Basé sur quoi en général? Alors je vous donne un exemple, une femme qui a allaité très longtemps, qui a une poitrine qui s'affaisse, une femme qui a eu une grossesse où elle a pris beaucoup de poids, bien malgré elle, et qui a donc des vergetures avec un ventre qui va pendre, et donc est en droit donc d'avoir une espèce de reconstruction, d'accord, de cette paroi abdominale. Donc vraiment les demandes sont extrêmement cohérentes. La plupart. En fait, on a l'impression que les dérives, c'est surtout au niveau du visage. Alors, les dérives au niveau du visage, c'est ce que moi j'appelle, on est parti de l'homo sapiens sapiens à l'homo injectus injectus. Alors j'adore dire ça parce que effectivement, et là je suis d'accord avec vous, il y a une égale responsabilité entre le patient et le médecin le médecin traitant. Les patientes, vous savez, on regarde, ça arrive ça arrive même dans les salons de coiffure, on voit une coiffure qui va bien à un mannequin et on dit je veux ça, alors que ça ne va pas. Donc le coiffeur à ce moment-là dit non, vu la nature de vos cheveux, vu ceci, vu cela, ça ne vous irait pas. Nous c'est la même chose. On vient parce que c'est à la mode, on voit des stars, en général les gens vraiment aiment des images de stars. Alors je vois telle star qui a des lèvres pulpeuses, d'autres qui a de superbes pommettes, d'autres qui a un petit nez, et on vient vous demander la même chose. Et donc c'est là où intervient donc la sensibilité donc du chirurgien, du plasticien, à dire d'abord, écoutez, ces pommettes-là ne vont pas à tout le monde, ce nez-là ne va pas à tout le monde, cette bouche-là ne va pas à tout le monde. On va essayer de faire quelque chose dans l'harmonie, car j'insiste sur le fait qu'une médecine esthétique et une chirurgie esthétique bien faite est une chirurgie esthétique qu'on ne voit pas. Même un excellent lifting sur lequel on a passé peut-être 4 heures ou 5 heures ne doit pas se voir. Mais pourquoi la majorité des visages refaits se voient? Alors la majorité, non. Ça veut dire, en fait, vous dites la majorité, vous remarquez ceux qui sont mal faits. Alors c'est souvent aussi des têtes connues, donc des stars et tout, et donc on se dit, mais normalement ces gens-là sont supposés aller chez des experts, chez des vrais professionnels. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ça donne ça? Alors je vais vous dire, il y a plein d'anecdotes à raconter à ce sujet. Je vous donne juste un exemple. J'ai une patiente un jour qui m'a dit, je voudrais augmenter le volume de lèvres. J'ai dit d'accord, très bien, bon effectivement des lèvres fines, etc. Et donc je fais mon injection et à un moment je m'arrête. Je dis là, on est vraiment dans le naturel. Personne ne va remarquer que vous avez, sauf vraiment ceux qui vous connaissent, et encore même ceux qui vont le remarquer, parce qu'ils vous connaissent très bien, c'est un effet naturel. Et donc j'ai eu cette réponse, d'accord, à laquelle je n'avais pas donc le choix, et elle m'a dit, qui vous dit que je veux du naturel? D'accord. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est très fréquent, c'est ce qu'on appelle the plastic effect. Ce sont des gens qui veulent que l'on sache qu'elles ont des pommettes artificielles, qu'elles ont des lèvres injectées. Vous nous avez donné la réponse. Voilà. Merci beaucoup, Dr Wafa Mnadmi. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'avoir fait confiance à l'émission. Au plaisir de vous retrouver très vite, justement, Inch'Allah, sur notre plateau. On se dit tout. Wafa Mnadmi, vous êtes médecin spécialisé en chirurgie réparatrice et plastique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur Médien TV. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation de l'émission. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt.